J'ai toujours travaillé de nuit. Cela ne me dérangeait pas, au contraire. J'aimais la tranquillité des rues désertes, le ronronnement du moteur de mon vieux camion et la routine monotone du travail. Les habitants de la ville me contactaient pendant la journée s'ils avaient quelque chose à jeter, et je passais la nuit pour le récupérer. Rien d'inhabituel. Jusqu'à ce que tout change. Tout a commencé avec une nouvelle adresse sur mon itinéraire. Rue des Oliviers, un quartier ancien de la ville que presque personne ne fréquentait. Ce n'était pas le genre d'endroit où j'avais l'habitude de passer. Des maisons délabrées, pour la plupart abandonnées, des fenêtres brisées et des façades recouvertes de poussière. Mais le travail restait le travail. Si quelqu'un m'appelait pour récupérer de la ferraille, j'y allais sans poser de questions. Les premières nuits furent étrangement silencieuses. Aucun bruit, pas même un chat errant ou le murmure lointain d'un téléviseur allumé. Juste le crissement du gravier sous mes bottes et le vent soufflant doucement contre les murs abîmés. Il n'y avait aucun signe de vie. Et pourtant, chaque nuit, des objets m'attendaient là, comme s'ils avaient été déposés exprès. La première chose qui m'a semblé étrange, ce furent les sacs poubelles. Ils étaient plus volumineux et plus lourds que d'habitude, comme si quelqu'un savait que je passerais par là et les avait laissés intentionnellement avec la ferraille. La première fois, j'ai cru à une coïncidence. La seconde, un frisson m'a parcouru l'échine. La troisième, j'ai su que quelque chose clochait. Une nuit, incapable de contenir ma curiosité, j'ai décidé d'ouvrir l'un de ces sacs. Je m'attendais à y trouver des morceaux de meubles cassés ou d'autres déchets ordinaires. Mais ce que j'ai vu à l'intérieur m'a glacé le sang. Des poupées anciennes, aux yeux en verre fissurés. Des photographies en noir et blanc de personnes inconnues. Des vêtements d'une autre époque, soigneusement pliés. Pourquoi quelqu'un se débarrasserait-il de telles choses? Je me suis agenouillé à côté du sac et j'ai examiné les photos. Sur chaque image, des visages impassibles posaient devant des maisons anciennes. Certaines ressemblaient étrangement à celles de cette rue. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans leur regard, comme si leurs yeux vides me fixaient à travers le papier jauni. J'ai immédiatement refermé le sac. Une angoisse sourde s'est emparée de moi. Une voix intérieure me criait que je n'aurais jamais dû être là. Mais en même temps, je ne pouvais ignorer ce que je venais de voir. Cette rue cachait des secrets. Cette nuit-là, alors que je conduisais pour rentrer chez moi, les images des poupées au sourire figé et des photos jaunies ne quittaient pas mon esprit. Une part de moi me hurlait de ne jamais revenir. Mais le soir suivant, j'étais de nouveau là, garé devant ces maisons abandonnées. Quelque chose m'attirait ici, bien que je n'en comprenne pas encore la raison. Ce que j'ignorais, c'est que tout cela n'était que le début. Je suis revenu la nuit suivante, pas parce que je le voulais, mais parce qu'une force invisible m'y poussait. Depuis que j'avais ouvert ce sac, mon esprit était hanté par l'image des poupées brisées et des photos en noir et blanc. Elles semblaient m'observer, même après les avoir laissées derrière moi. L'air de la rue des Oliviers était plus lourd. Peut-être que je me faisais des idées, mais j'avais la sensation que l'obscurité s'étendait plus que d'ordinaire, avalant chaque recoin de la rue comme un gouffre sans fond. J'ai conduit jusqu'à la première maison, m'attendant à y trouver un nouveau tas de déchets. Et ils étaient là, encore une fois, ces sacs mystérieux. Je m'étais promis de ne pas regarder à l'intérieur, de juste faire mon travail, ramasser la ferraille et continuer ma tournée. Mais quelque chose m'a fait m'arrêter. Un détail que je n'avais pas remarqué auparavant. Le sac était entrouvert, comme si quelqu'un l'avait laissé ainsi volontairement. Mon cœur s'est emballé. Tout me disait de ne pas regarder. Mais mes mains bougeaient déjà, soulevant le plastique avant que je puisse m'arrêter. À l'intérieur, cette fois, il y avait quelque chose de pire. Une boîte en bois ancienne, avec des serrures rouillées et des fissures sur la surface. Elle semblait avoir été cachée pendant très longtemps. Avec un peu d'effort, j'ai réussi à l'ouvrir, et ce que j'ai trouvé à l'intérieur m'a glacé d'effroi. Encore des photographies, mais celles-ci étaient différentes.
Ce n'étaient plus des images anonymes de personnes posant devant des maisons délabrées. Ces photos, c'était moi. Mon estomac s'est noué. Moi, en train de ramasser la ferraille. Moi, montant dans mon camion. Moi, debout devant la maison où je me trouvais en ce moment même. Chaque photo était datée. Certaines remontaient à quelques jours, d'autres à cette nuit même. Le sac m'a glissé des mains. Mon corps entier s'est couvert de frissons. Quelqu'un m'espionnait. J'ai reculé, cherchant à reprendre mon souffle. J'ai balayé la rue du regard, me sentant exposé, vulnérable. Les maisons semblaient aussi abandonnées que d'habitude, mais elles me paraissaient désormais différentes. Comme si, derrière chaque fenêtre obscure, quelqu'un m'observait en silence. J'ai voulu me convaincre qu'il s'agissait d'une mauvaise plaisanterie. Mais quelque chose dans ces photos me soufflait que ce n'était pas une simple coïncidence. J'ai tout jeté dans mon camion, mes mains tremblaient. J'ai claqué la porte et j'ai démarré, pressé de m'éloigner au plus vite. En partant, j'ai jeté un dernier coup d'œil dans mon rétroviseur. Une des maisons avait une lumière allumée à l'étage, mais je savais que personne n'y vivait. Cette nuit-là, j'ai dormi avec la porte de ma chambre fermée à clé. Mais dans mon esprit, les photos étaient toujours là, tournant en boucle. Parce que si quelqu'un m'avait observé, cela signifiait que cette personne le faisait encore. J'ai tenté de me convaincre qu'il s'agissait d'une coïncidence, que quelqu'un me jouait un tour. Mais au fond, je ressentais une peur viscérale, oppressante. Ces photos ne mentaient pas. Quelqu'un me suivait en silence, et je ne savais pas qui. Et pourtant, quand la nuit suivante est tombée, mon corps a agi comme si une force invisible me rappelait à la rue des Oliviers. Je ne voulais pas revenir, mais j'y suis retourné. Cette fois, quelque chose avait changé. Dès que j'ai mis le pied à terre, l'air m'a semblé plus lourd, comme si la rue elle-même m'absorbait. Les sacs et la ferraille étaient là, comme chaque nuit. Mais il y avait quelque chose de nouveau, juste devant la maison où j'avais vu la lumière la veille, une boîte en carton. Elle n'était pas fermée. Quelque chose en dépassait. Je me suis approché, le cœur battant à tout rompre. À l'intérieur, il y avait un seul objet. Un livre ancien, couvert de poussière, à la couverture presque décomposée par le temps. Mon premier réflexe fut de l'ignorer, de remonter dans mon camion et de partir. Mais ma maudite curiosité l'emporta encore une fois. Je pris le livre dans mes mains tremblantes et en effaçai la poussière du pouce, cherchant à lire ce qui y était inscrit. Et là, sous mes yeux, mon nom, écrit en lettres décolorées. Juste en dessous, une date, le lendemain. Je lâchai le livre brusquement, sentant le sang quitter mon corps. Quelqu'un connaissait chacun de mes faits et gestes. D'un coup de pied, je refermai la boîte en carton et courus jusqu'à mon camion. Lorsque je démarrai, le bruit du moteur brisa le silence pesant de la rue. Mais dans mon rétroviseur, je vis que la porte de la maison devant laquelle reposait le livre venait de s'ouvrir. Et il n'y avait personne. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je n'essayais même pas de fermer les yeux. Chaque fois que je clignais des paupières, je revoyais ce livre avec mon nom, cette date inscrite sur la couverture. Et cette fichue porte ouverte dans l'obscurité. J'essayais de me convaincre qu'il y avait une explication rationnelle. Quelqu'un m'espionnait, me suivait, laissait ses objets sur mon trajet intentionnellement. Mais pourquoi? Dans quel but? Comment ce livre pouvait-il savoir des choses sur moi que personne d'autre ne connaissait? Lorsque le soleil se leva, je me sentis légèrement soulagé. La lumière me donnait l'illusion que tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais ce n'en était pas un. Le livre était toujours dans mon camion, à l'endroit où je l'avais abandonné avant de fuir. Je partis travailler à la casse comme d'habitude. J'essayais d'agir normalement, de me concentrer sur mes tâches, mais mon esprit était ailleurs. Mes collègues le remarquèrent immédiatement. « Ça va, Julien? Tu es livide. »« Juste fatigué, » répondis-je en mentant. Je ne pouvais pas dire la vérité. Qui me croirait? Mais la peur s'accrochait à moi. Chaque ombre me paraissait plus sombre, chaque bruit plus assourdissant. Par moments, j'avais l'impression d'être observé, même lorsque j'étais seul. Quand la nuit tomba,
Mon corps entier se tendit. Je ne voulais pas retourner dans cette rue. Je ne pouvais pas. Mais avais-je le choix? C'était mon travail. Et le pire, c'est qu'une part de moi sentait que je devais y retourner. Les mains moites, je montais dans mon camion. Le livre était toujours là, posé sur le siège passager. Toute la journée, j'avais pensé à m'en débarrasser, le jeter, le brûler, n'importe quoi. Mais je ne l'avais pas fait. Pourquoi? Peut-être qu'au fond, je voulais savoir ce qu'il contenait d'autre. Peut-être qu'une part de moi avait besoin de comprendre ce qui se passait. Je mis le contact et pris la route de la rue des Oliviers. À chaque mètre parcouru, mon angoisse grandissait. Lorsque je tournai à l'angle et aperçus les premières maisons en ruine, je sus que quelque chose m'attendait. Je jetai un œil dans le rétroviseur. La rue était déserte. Pas une lumière allumée, pas le moindre mouvement. Pourtant, la sensation de ne pas être seul était plus oppressante que jamais. Je descendis du camion, le cœur battant à tout rompre. Je marchais vers le premier tas de ferraille, pressé de terminer rapidement et de m'en aller. Mais au moment où je soulevais un premier objet, j'entendis mon nom, pas un cri, pas une voix nette, un murmure. Il venait de partout et de nulle part à la fois. Mes muscles se figèrent, je n'osais pas me retourner. Puis, un bruit sec derrière moi, le livre. Il était tombé du siège passager et s'était ouvert sur une nouvelle page. Je ne voulais pas regarder, mais je le fis. Et là, je vis une dernière phrase, écrite d'une main tremblante. « Tu n'aurais pas dû revenir ?» L'air autour de moi se fit lourd, oppressant. Quelque chose d'invisible était là, je le sentais. La rue elle-même semblait respirer. Chaque fibre de mon être me hurlait de fuir, de partir et de ne jamais revenir. Mais mes jambes refusaient de bouger. Le livre était toujours sur le sol, ouvert sur ces mots maudits. Tu n'aurais pas dû revenir. L'encre semblait fraîche, comme si quelqu'un venait juste d'écrire ces mots. Ma gorge se serra. Qui avait fait ça? Mon souffle était court, mon torse se soulevait et s'abaissait dans un rythme affolé, mais je me forçais à me baisser pour ramasser le livre. Et à cet instant, quelque chose bougea derrière moi. Ce n'était pas un bruit fort, pas un cri, juste un léger craquement, comme si quelqu'un ou quelque chose venait de poser le pied sur le gravier. Ma peau se couvrit de frissons. Je ne voyais rien, mais je savais que quelque chose était là. Je restais immobile. J'avais l'impression que si je bougeais, si je faisais le moindre son, ce qui se cachait dans l'obscurité me verrait. Un murmure s'éleva de nouveau. « Julien !» Tous mes muscles se tendirent. C'était mon nom, murmuré d'une voix que je ne connaissais pas. Mais le pire, ce n'était pas ça. Le pire, c'était que cette fois, je l'entendis juste à côté de mon oreille. Mon corps réagit avant mon esprit. Je me retournai violemment, brandissant le livre comme une arme. Mais derrière moi, il n'y avait rien. Rien d'autre que l'écho de ma propre respiration et le martèlement de mon cœur dans mes tempes. Je reculais, pris d'un vertige oppressant. Même ma propre ombre me paraissait menaçante. Je ne pouvais pas rester une seconde de plus ici. Je me tournai et courus jusqu'au camion. Je me jetai sur le siège et claquai la porte d'un geste fébrile. Le moteur mit du temps à démarrer. 3 secondes. 3 secondes qui me parurent une éternité. Quand enfin le moteur rugit, j'appuyai sur l'accélérateur et quittai la rue des Oliviers sans me retourner. Mais au moment où j'étais sur le point de tourner au croisement, quelque chose bougea dans mon rétroviseur. Ce fut bref, une silhouette floue tapie dans l'ombre. Je ne pus pas la distinguer clairement, mais il y avait bien quelque chose. Et le plus terrifiant, c'était que même en roulant à toute vitesse, cela ne disparut pas. Je continuais à conduire, refusant de regarder de nouveau dans le miroir. Ce n'est que lorsque j'arrivai chez moi que je me sentis en sécurité, du moins en apparence. Je verrouillais toutes les portes, toutes les fenêtres. Je me laissais tomber sur mon lit, toujours vêtu, le camion garé dehors, et le livre toujours posé sur le siège passager. Quelque chose s'était passé cette nuit-là, quelque chose que je n'aurais jamais dû voir, quelque chose que je n'aurais jamais dû entendre. Mais le pire dans tout ça, au plus profond de mon esprit, je savais que ce n'était pas terminé.
Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je n'y arrivais pas. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais cette silhouette floue dans mon rétroviseur, sentant son regard me transpercer à travers l'obscurité. Ce n'était pas mon imagination. J'en étais certain. Je ne pouvais pas retourner dans cette rue, pas après ce que j'avais entendu, pas après ce que j'avais vu. Cette chose était là. Dès l'aube, je pris une décision. Je devais quitter ce travail. Je me rendis directement au dépôt de ferraille et informai mon patron que je ne pouvais plus assurer la tournée de nuit. « Comment ça ?» demanda-t-il surpris. « Tu as toujours aimé travailler la nuit ?» Je ne me sens pas bien. Les horaires me fatiguent trop, mentis-je. Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Je ne pouvais pas lui parler du livre portant mon nom, ni de la voix qui avait murmuré à mon oreille dans l'obscurité. Il me regarda un instant, méfiant, mais finit par hocher la tête. « Très bien, je vais te mettre sur un autre créneau, mais il faudra quelques jours pour ajuster le planning. Quelques jours. » Cela signifiait que je devais encore sortir la nuit au moins 2 fois. Je ne voulais pas. Je ne pouvais pas. Mais je n'avais pas le choix. Quand la nuit arriva, mon corps entier était crispé. L'idée de retourner dans cette rue me terrorisait. Pourtant, malgré ma peur, je pris la route, les mains moites sur le volant et la poitrine oppressée. Et en arrivant, quelque chose était différent. La rue semblait plus sombre qu'avant, comme si les ombres s'étaient épaissies, engloutissant chaque recoin. Les maisons restaient délabrées, abandonnées, mais une tension flottait dans l'air. Le livre était toujours là, posé sur le siège passager. Je ne l'avais pas touché depuis cette nuit-là. Puis, je vis les sacs poubelles. Il n'y en avait qu'un, un seul, plus gros que les précédents. Et le pire, c'est qu'il bougeait. Un frémissement à peine perceptible, mais suffisant pour me glacer le sang. Mon instinct me hurlait de partir, d'appuyer sur l'accélérateur et de fuir pour toujours. Mais mon corps ne bougea pas. Une force inexplicable me poussait à savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Je descendis du camion, mes jambes tremblantes. Je m'approchais lentement, la gorge sèche, le souffle court. Le mouvement à l'intérieur du sac cessa. Un silence pesant s'abattit sur la rue. D'une main tremblante, j'agrippai le bord du sac et l'ouvris lentement. Pendant un instant, je ne compris pas ce que je voyais. Puis, quelque chose, à l'intérieur, bougea violemment. Quelque chose de vivant. Je tombai en arrière en poussant un cri. Le sac s'ouvrit brusquement et une masse sombre en surgit, se traînant sur la chaussée. Je n'attendis pas de voir ce que c'était. Je me redressai aussi vite que possible et courus jusqu'à mon camion. Je démarrai en trombe, faisant crisser les pneus sur le gravier. Mais juste avant de tourner au bout de la rue, mon regard glissa vers le rétroviseur et je le vis. Quelque chose d'informe, quelque chose qui ne pouvait pas être humain. Il me fixait, il attendait. Je ne remis plus jamais les pieds dans la rue des Oliviers. Peu importait ce qui se trouvait dans ce sac, peu importait ce que j'avais vu cette nuit-là. Une seule chose était certaine. Si j'y retournais, je n'en ressortirais pas vivant. J'obtins mon changement d'horaire et tentais de me convaincre que tout était terminé, que cette horreur appartenait au passé. Mais ce n'était pas fini. Les mois passèrent et je décrochai un nouvel emploi, cette fois dans une station-service à la périphérie de Lyon. C'était calme, routinier, sans incident, ou du moins, c'est ce que je croyais. C'est alors qu'un autre type de terreur commença. La première fois que je le vis, je n'y prêtais pas attention. Une voiture noire, ancienne, avec une peinture ternie et des vitres si sombres qu'on ne pouvait rien distinguer à l'intérieur. Elle s'arrêta à 3 heures du matin précise. J'étais adossé à une pompe à essence, à moitié endormi, quand elle glissa silencieusement jusqu'à la station. Le conducteur ne sortit pas. Il entrebâilla simplement la vitre et tendit la main avec un billet. Il ne dit pas un mot. Je fis le plein et la voiture s'éloigna lentement, sans hâte, comme si elle flottait sur la route. Je ne pensais pas grand-chose de cet incident, jusqu'à ce que cela se reproduise. Encore et encore, toujours à 3 heures du matin. Toujours la même voiture, toujours le même rituel. Mais il y avait quelque chose d'étrange.
quelque chose qui me mettait mal à l'aise. Le réservoir de la voiture ne semblait jamais se remplir entièrement. L'essence s'écoulait plus lentement que d'habitude, comme si quelque chose la consommait à mesure que je la versais. Et puis, il y avait le conducteur. Je ne l'avais jamais vu. Il ne bougeait jamais la tête. Il ne parlait jamais. Il ne faisait rien d'autre que payer et disparaître dans la nuit. Les semaines passèrent et une inquiétude sourde s'insinua en moi. Il y avait quelque chose de pas normal avec cette voiture. Alors, une nuit, je décidai de prendre un risque. Lorsque le véhicule arriva, je fis tout comme d'habitude. Mais cette fois, je me penchai légèrement pour regarder à travers la fente de la vitre entr'ouverte. Et ce que je vis, ce n'était pas un visage. C'était pire. L'obscurité à l'intérieur de la voiture n'avait rien de normal. Elle était épaisse, profonde, comme un vide absolu, comme si l'intérieur du véhicule n'était pas connecté à notre réalité, comme si ce qui se trouvait dedans n'appartenait pas à ce monde. Je déglutis avec difficulté, achevant le service aussi vite que possible. La voiture s'éloigna lentement, et je sus que quelque chose n'allait pas. Cette nuit-là, je consultais les enregistrements des caméras de surveillance de la station-service. La voiture n'apparaissait sur aucune des vidéos, comme si elle n'avait jamais été là. À partir de ce moment-là, je compris que je ne pouvais plus l'ignorer. Cette voiture noire n'était pas normale. Peu importe combien de fois j'essayais de me convaincre qu'il ne s'agissait que d'un client étrange, je savais que ce n'était pas le cas. Alors, j'ai décidé d'agir. Je devais découvrir qui il était. La fois suivante, les mains tremblantes, j'attendis que le plein soit terminé. Lorsque le conducteur me tendit l'argent, je jetai un coup d'œil furtif à la plaque d'immatriculation et la mémorisai. J'avais besoin de réponses. Cette même nuit, une fois mon service terminé, j'attendis l'aube avant de me rendre directement au commissariat le plus proche. Je ne pouvais pas prendre le risque de le faire depuis la station-service. Un officier du nom de Morel, un type marqué par des années de service sur les routes, m'accueillit. Il me dévisagea avec scepticisme lorsque je lui parlais de la voiture noire. « Une voiture qui apparaît toujours à 3 heures du matin ?» demanda-t-il en haussant un sourcil. « Et tu dis que tu n'as jamais vu le conducteur ?»« Jamais. Et en plus... » Je marquai une pause, un frisson me parcourant l'échine. « Hier soir, j'ai vérifié les caméras de surveillance de la station. La voiture n'apparaît sur aucune image. » Le visage de Morel se ferma légèrement. « Donne-moi la plaque. » Je la lui dictai. Le silence s'installa pendant qu'il tapait sur son clavier. Mon cœur battait trop fort. J'avais cette sensation oppressante qu'un détail m'échappait. Les secondes s'étirèrent. L'officier resta figé, silencieux. Puis, lentement, il tourna l'écran vers moi. Aucun enregistrement. La plaque que j'avais notée n'existait pas dans le système. Un froid glacial se répandit dans ma poitrine. « Ce n'est pas possible », murmurai-je. « Je l'ai vu, j'ai mémorisé chaque chiffre. » Morel me fixa un instant avant de souffler d'un ton grave. « Si cette voiture réapparaît, appelle-moi immédiatement. » J'acquiesçai, mais quelque chose me disait que même la police ne pourrait rien y faire. Cette nuit-là, je retournai à la station-service, plus nerveux que jamais. Mes yeux ne quittaient pas la route, scrutant l'obscurité, à l'affût des phares de la voiture. Mais pour la première fois depuis des semaines, elle ne vint pas. J'attendis. Les minutes passèrent. 3 heures sonnèrent, puis s'écoulèrent. Aucune voiture noire. Et au lieu de ressentir du soulagement, j'eus encore plus peur, parce que cela ne signifiait qu'une chose. Elle savait que je cherchais à la percer à jour. Elle se cachait, elle attendait, et tôt ou tard, elle reviendrait. Les jours passèrent. La voiture noire ne réapparut pas. Mais plutôt que d'être rassuré, la tension en moi ne fit que grandir. Je savais que ce n'était pas terminé. Chaque nuit, lorsque l'horloge indiquait 3 heures, ma respiration se bloquait et ma peau se hérissait, même s'il n'y avait rien sur la route, comme si elle était là, comme si la route elle-même retenait son souffle. Puis, après presque un mois d'absence,
Elle revint. Elle apparut sans un bruit, comme un clignement d'œil. Une seconde, il n'y avait rien. La suivante, elle était là, glissant lentement jusqu'à la station comme si le temps n'avait jamais avancé. Mes mains tremblaient en attrapant le tuyau. Je savais que je devais rester calme, mais mon corps refusait d'obéir. La fenêtre s'entr'ouvrit légèrement. Une main pâle en sortit, tenant un billet. Et c'est là que je compris que quelque chose avait changé. Ce n'était pas une main humaine, trop fine, trop allongée. Les doigts osseux, les ongles cassés, comme si cette main avait gratté quelque chose pendant des siècles. Mon souffle se coupa. Je voulais lâcher l'argent. Je voulais fuir. Mais j'étais figé. Et puis l'impensable se produisit. Pour la première fois, le conducteur parla. « Tu n'aurais pas dû me chercher. » Ce n'était pas un murmure, pas un chuchotement. C'était une voix rocailleuse, lointaine, comme si elle provenait d'un endroit que je ne pouvais même pas concevoir. Le billet me glissa des doigts. Mon instinct hurlait de courir, mais mon corps ne répondait pas. Et alors, la fenêtre s'abaissa légèrement, juste assez pour que je voie ce qu'il y avait à l'intérieur. Il n'y avait pas de visage, pas d'yeux, pas de peau, rien d'humain, juste un gouffre, un néant absolu, comme si l'intérieur de la voiture n'existait pas dans notre monde. Mon corps réagit avant mon esprit. Je détalais. Je me précipitais dans la boutique de la station, claquant la porte derrière moi, mon cœur menaçant d'exploser. À travers la vitre, je regardais dehors. La voiture n'avait pas bougé. Elle attendait. Puis, lentement, elle recula sur la route et disparut dans l'obscurité de la nuit. Je ne sortis qu'au lever du soleil. Mais le plus étrange, c'est que, lorsque nous avons vérifié les caméras de surveillance ce matin-là, la voiture noire n'apparaissait nulle part, comme si elle n'avait jamais existé. Après cette nuit-là, je quittais mon emploi. Peu importait combien de fois j'essayais de me convaincre du contraire. Je savais que je ne pouvais pas rester. Parce que maintenant, je connaissais la vérité. Cette voiture n'était pas réelle, ou du moins, elle ne venait pas de ce monde. Mon corps l'avait senti, l'air glacial quand la fenêtre s'était ouverte. L'horreur instinctive qui s'était emparée de moi en voyant ce vide absolu. Ce n'était pas une simple voiture, c'était autre chose, quelque chose que je n'aurais jamais dû voir. Les jours suivants, j'essayais de reprendre une vie normale. Mais quelque chose n'allait pas. Peu importe où j'allais, j'avais l'impression qu'on m'observait. Un jour, en marchant dans le centre-ville, une sensation oppressante me força à me retourner. Et elle était là, au loin, garée à l'ombre d'une ruelle, presque invisible, la voiture noire. Je me pétrifiais. Les passants continuaient de marcher autour de moi, inconscients de sa présence. Mais moi, je savais que ce n'était pas une coïncidence. Je repris mon chemin, faisant semblant de ne rien voir. Je ne courus pas. Je ne devais pas lui montrer que j'avais peur, mais au fond de moi, je savais que j'en avais. Depuis ce jour, c'est ainsi. Elle apparaît, parfois au coin de ma rue, parfois dans un reflet de vitrine, parfois dans mes rêves. Elle ne s'approche jamais, elle ne fait rien, elle attend. Mais le pire, c'est que certaines nuits, quand l'obscurité est la plus profonde, quand tout est silencieux, j'entends au loin un moteur qui démarre, un grondement sourd, presque imperceptible, et au fond de moi, je sais qu'elle me cherche encore, parce que certaines routes ne s'arrêtent jamais.